Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec David Lallier, Absolument. donc, qui est consultant et expert en PNL. David accompagne les chefs d'entreprise. Il a notamment accompagné des grandes entreprises comme BNP, Barclays, AXA, Intermarché. Et aussi, il fait du coaching individuel. Absolument. Voilà, donc ça fait plus de 15 ans, c'est ça que tu exerces? Oui, j'ai une double carrière, une carrière en conseiller en management, une carrière en coaching, essentiellement en conseiller en management au début de ma carrière, de plus en plus en coaching de dirigeants, en coaching individuel aujourd'hui. Et ce qui m'a amené à travailler avec beaucoup de grands noms, Société Générale, BNP Paribas, Barclays effectivement, EDF, enfin une grande partie des boîtes du CAC 40. Euh, Récemment, quelques créateurs d'entreprises, D'accord. quelques patrons de start-up, et en coaching aussi des particuliers qui viennent me voir pour du développement personnel, pas uniquement professionnel. D'accord. Alors moi, ce qui m'avait intéressé dans ton parcours Ouais, et surtout dans ton profil, puisque des experts entre guillemets en PNL, il y en a quand même un certain nombre. Et ce que j'avais aimé chez toi, c'est que tu avais notamment travaillé avec John Grinder, qui est l'un des fondateurs de cette discipline, qui est la PNL, et quelque chose qui m'a également intéressé, puisque c'est un terme que je ne connaissais pas, qui est la PNL New Code. oui, Et ça, j'ai trouvé ça oui, intéressant. Donc, tu vas nous en parler un peu plus. Et absolument. puis, juste pour rappel, tu es aussi diplômé, ou plutôt formé plutôt à l'hypnose érectionnelle. C'est bien Oui, ça? oui, D'accord. oui, Très oui. bien. Donc, alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la PNL New Code? Absolument. Alors la PNL déjà, c'est un ensemble de techniques qui sont nées dans les années 70, Mm. aux États-Unis, en Californie, dans le sillage de l'école de Palo Alto, des techniques orientées sur le changement personnel, la thérapie et sur la communication. Et donc les deux créateurs de la PNL, John Grinder et Richard Bandler, ont fait une première codification, c'est-à-dire qu'ils ont défini un ensemble de techniques, ils les ont notées, ils les ont écrites dans des bouquins, ils les ont enseignées. Et John Grinder, les deux se sont séparés à la fin des années 70, et John Grinder, ont continué leur chemin, et John Grinder a fait un gros travail de reprise de tout ce qui avait été fait, de développement, D'accord. avec ses différents associés, c'est ce qu'on appelle la PNL New Code. Donc c'est un gros travail de simplification, d'approfondissement, de mise à jour, qui est très peu connu en France, qui est très connu en Angleterre, qui est connu aux États-Unis, et on n'est pas très nombreux en France à connaître ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, la PNL New Code, ça reprend la PNL, c'est de la Absolument, PNL. c'est de la PNL. Simplement, elle est simplifiée et elle est développée un peu plus, c'est ça? Voilà, c'est une D'accord. PNL retravaillée et où John Greener s'est employé à compenser les défauts, les D'accord. faiblesses de leur premier travail. Et alors, un des gros changements, c'est l'insistance sur l'inconscient. Le travail D'accord. sur l'inconscient, le fait d'explicitement porter l'attention sur les processus inconscients. D'accord. Très bien. Donc, c'est peut-être moins théorique, plus orienté sur la pratique. C'est très orienté sur la D'accord. pratique. Alors la PNL n'a jamais été très théorique, mais donc ça reste très orienté sur la pratique, mais pour être encore plus efficace, avec une meilleure insistance sur les processus inconscients, sur comment les reconnaître, comment les utiliser, comment les développer. D'accord. Ok. Ok. Donc, la thématique que je voulais aborder avec Oui, toi aujourd'hui, c'est notamment l'excellence. Donc, oui, comment atteindre l'excellence oui, grâce à la PNL. absolument. Donc, est-ce que tu peux nous Oui. donner Alors ton idée? déjà, dire que la PNL est centrée sur l'excellence depuis le début. C'est-à-dire la PNL, c'est une codification de l'excellence. Pas de l'excellence théorique, mais d'une excellence pratique. Donc les premiers travaux de PNL ont été des travaux d'observation, d'imitation, de travail avec des gens qui étaient très bons dans leur domaine, mais qui Hmm. n'étaient pas des théoriciens, qui étaient des gens en pratique, qui faisaient des choses et qui avaient des résultats bien supérieurs aux autres. Donc la PNL, c'est ça, c'est un travail d'extraction, de codification d'une excellence en action, d'une excellence pratique. Et que ça va continuer comme ça. Donc la PNL est centrée sur l'excellence, et sur l'excellence, voilà, pas définie ni en termes de esthétique, de style, vraiment ce qui obtient des résultats, ce qui est meilleur que les autres. Euh, donc Ouais. là, voilà, la Ouais. PNL a D'accord. affaire avec l'excellence dès le début. Après, pour les chefs d'entreprise, je dirais que leur principal souci, à mon avis, avant même l'excellence, c'est d'avoir des résultats. Ouais. Donc je C'est pense le que but de tout chef voilà. d'entreprise. Donc quand on va travailler avec un chef d'entreprise en PNL, on va chercher à l'aider à avoir des résultats vite et l'aider en tout cas à résoudre ses problèmes les plus importants. Au moins dans deux domaines, dans le domaine du rapport à lui-même, de l'application des techniques à soi-même, donc du management de soi, et dans le domaine du management des autres ou du rapport, enfin,
les autres en général, les partenaires, les banquiers, les clients et les employés. Voilà, donc la PNL peut aider évidemment un chef d'entreprise à progresser vite dans le rapport à soi-même, dans le rapport aux autres, à y être plus efficace, à y obtenir plus de résultats. Et quels sont les outils aujourd'hui qui sont à disposition des chefs d'entreprise au sein de la PNL pour justement se développer soi-même, utiliser l'inconscient comme tu le disais, et développer une meilleure relation aux autres? Quelles sont aujourd'hui la palette d'outils disponibles pour le chef d'entreprise? Alors il y a toute une palette d'outils. Alors si on prend le rapport à soi-même, le développement personnel, les outils les plus efficaces vont être centrés autour de la motivation et autour d'écouter les propres feedbacks qui viennent de notre corps, qui viennent de nous-mêmes. Donc je pense à un exemple que je te citais, qui est le cas de George Soros, qui, et il le dit dans plusieurs interviews, utilise beaucoup les signaux de son corps pour l'aider à prendre des décisions d'investissement. Donc apparemment dans un métier très rationnel comme la finance, ça peut être utile, efficace et rationnel d'écouter des choses comme ses émotions, son corps. Donc lui en l'occurrence avait des gros mal de dos lorsque son corps, son inconscient, lui disait de faire attention à certains investissements potentiellement dangereux. Donc là, il y a tout un champ de travail pour les chefs d'entreprise, je pense, autour d'écouter sa propre créativité qui vient de son inconscient, ses émotions, de ses émotions, de ses sentiments, de tous les signaux non verbaux corporels. Alors dans ma pratique de travail avec des chefs d'entreprise, j'ai noté que beaucoup de chefs d'entreprise sont extrêmement volontaires, sont très rationnels et sont très focus sur des objectifs bien précis. Ce qui y a des dangers, c'est d'aller trop loin dans ce sens-là et d'oublier de lever un petit peu la tête du guidon et de s'écouter soi-même. Par exemple, souvent une des premières choses que je dis à un chef d'entreprise, notamment de start-up, c'est de se reposer un petit peu, c'est de se donner des moments, des temps de respiration qui sont des temps aussi où de nouvelles idées vont venir. Parce que le cerveau a deux façons de fonctionner, la façon volontaire, organisée, rationnelle, analytique, mais une façon aussi où les idées surgissent, où le cerveau processe dans tous les moments de la journée, quand on dort, toute une série d'informations. Il faut laisser un peu de temps pour que ce process se fasse et émerge. Et c'est là où on a souvent les idées qui ont plusieurs longueurs d'avance, c'est là où les choses viennent d'un seul coup. Donc moi, quand j'étais consultant en management et que j'étais dans des projets très complexes, j'avais besoin de prendre peut-être 1 heure dans la journée pour laisser les idées venir, imaginer ce que j'allais faire, comment telle personne allait répondre, quelles étaient les différentes stratégies, parce que c'est tellement complexe qu'on ne peut pas tout analyser rationnellement, et qu'il faut faire appel et utiliser cette autre manière de processer, qu'on appelle l'inconscient, qu'on peut appeler le cerveau droit, qui a plusieurs noms, mais qui est une des sources de l'excellence. Quand on étudie la stratégie de créativité, on voit aussi que dans la stratégie de créativité, il y a toujours les mêmes étapes. Il y a une première analyse, un premier travail conscient, discipliné sur comprendre le problème, et qui à un moment va bloquer, on ne trouve pas toutes les solutions. Et après, il y a une phase de retrait où on fait autre chose, et où on va courir, on va jardiner, on va se reposer, on part en vacances. Et à un moment donné, il y a des idées qui émergent, il y a des idées qui viennent, et après il y a tout un travail, bien sûr, pour les mettre en place, les travailler, les rendre opérationnels. D'accord, donc toi, ce que tu recommandes, c'est de prendre 1 heure par jour pour vraiment se déconnecter de son travail, de faire autre chose, mais pas forcément de conscientiser ce processus, c'est-à-dire par exemple de se poser 1 heure sur la table et se dire bon maintenant je vais laisser parler ma créativité, mais vraiment faire autre chose comme du bricolage, du jardinage ou peu importe. C'est ça. Ça dépend des gens. Alors c'est pas des choses qui se décrètent, hein, c'est pas nécessairement 1 heure par jour, mais ça peut être juste laisser ses pensées, enfin se laisser du temps. Ça peut être 1 heure dans son bureau, une demi-heure, mais ça peut être pendant un trajet en voiture, ça peut être pendant un trajet en avion, ça peut être pendant un trajet en train. Mais c'est de ne pas surtravailler. Enfin, en fait, j'ai vu des chefs d'entreprise qui dorment 2 heures par nuit, qui travaillent non-stop. Voilà, c'est juste de garder des moments un petit peu d'ouverture, où on laisse les choses émerger, sans les contrôler. Pour avoir été dans ce sens aussi, j'étais comme ça avant. Et c'est après que j'ai compris que, et c'est la phrase que je te disais tout à l'heure, le repos fait partie du travail. Ouais, exactement. Donc, oui, c'est un des trucs que j'explique aux chefs d'entreprise, c'est que parce qu'ils sont tellement plongés et engagés dans ce qu'ils font, que même quand ils se reposent, ça va mouliner. Et s'ils partent 3 jours en vacances, ça va être 3 jours de travail, mais aussi 3 jours de récupération. Et je pense que c'est important qu'ils comprennent que se reposer fait partie du travail, c'est un autre mode de travail. En fait, avec le recul aujourd'hui, par exemple,
moi j'ai compris que cette envie de travailler non-stop, après j'ai pris un peu de temps pour me comprendre aussi, ça vient à la base d'une peur, c'est-à-dire la peur de ne pas faire assez bien, la peur de manquer, la peur de rater quelque chose et de ne pas faire assez en fait. Et je pense que c'est important, comme tu le disais au départ, d'être à l'écoute de ces émotions, parce que si nos décisions, notre travail, notre implication est à la base provient de cette émotion qu'est la peur, on fait fausse route. Absolument. Et c'est ce que moi j'ai compris en tout cas. Oui, absolument. Donc, ça peut prendre un certain temps de se connaître et de savoir quelles sont nos propres stratégies d'excellence. En PNL, on a des stratégies types, mais dans la vie, on est tous un petit peu différents. Un des travaux qu'on fait en coaching, c'est d'observer comment on est quand on est bon. Donc de faire un retour. Prenez 2-3 exemples de quand vous avez été excellent. Comment vous étiez? Est-ce que vous étiez dans le contrôle, la planification? Est-ce que vous vous sentiez bien? Est-ce que vous aimiez ce que vous faisiez? Quel type d'expérience vous aviez? Est-ce qu'il y avait une part d'improvisation? Est-ce qu'au contraire tout était calculé? Et ce qu'on perçoit, c'est qu'en général, quand on est super bon, on sait où on va. Il y a une part de contrôle, mais il y a aussi toute une part qui est laissée à l'improvisation, à la spontanéité, voilà. Et ça, c'est un point important. Deuxièmement, on est souvent dans un bon état. Donc quand on a peur, on n'est pas dans un bon état. Quand on est très bon, on est plutôt détendu, on se sent bien et on est dans un bon état. Donc il y a aussi un travail avec les chefs d'entreprise potentiellement qui est de comment est-ce que vous pouvez faire pour créer des conditions pour vous mettre dans le meilleur état pour penser. Parce que quand on est reposé, parce que quand on sait qu'on est confiant de la direction qu'on a prise, qu'on espère ou qu'on imagine que les choses vont bien se passer, on réfléchit mieux. On est moins en pression, on laisse plus d'idées venir, on est plus créatif. Donc la notion d'état, et ça inclut un état physiologique, ça inclut aussi des émotions positives, c'est pas théorique du tout, c'est pas juste un état intellectuel. C'est un aspect important, je pense. D'accord. Bon, en tout cas, par rapport à ce que tu disais sur l'émotion, je reviens là-dessus parce que je trouve ça très important et très utile, puisque moi j'avais fait un peu de PNL, j'étais allé jusqu'au niveau praticien. Mais ce que moi j'ai entre guillemets un peu regretté, c'est qu'on s'était très séquencé. C'est ce que j'avais appris et qu'on abordait très peu ou pas du tout par rapport à ce que je me souviens, mais en tout cas par rapport à ce que j'ai appris, cette dimension émotionnelle. Et pourtant elle est centrale, je pense, pour tous les dirigeants et même pour tout le monde à la base, mais pour ceux qui lancent un projet, la dimension émotionnelle est importante. Et ça, dans la PNL classique, je pense, on ne l'aborde pas. Ça manque un petit peu parce que la PNL classique est très orientée sur le contrôle du comportement. C'est ça. Et dès qu'on est sur le contrôle du comportement, on est moins dans les émotions qui sont plus des choses qui émergent, qu'on n'a pas nécessairement choisi, que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui va contre ce qu'ils veulent faire. Or, dans la PNL New Code, on considère que c'est un aspect de l'intelligence qui est essentiel. C'est-à-dire quand on a une émotion, quand on a un sentiment, c'est un commentaire intelligent sur quelque chose qui se passe. Un commentaire positif, un commentaire négatif. De même que quand on a une image qui vient et qui nous donne une réponse, de même quand on se parle à soi-même, tout ça sont des représentations émergentes qui viennent toutes seules, qui sont spontanées, qui sont notre intelligence du monde. Donc les émotions, les sentiments, les sensations, je citais Soros, sont considérés, et je travaille avec mes clients à leur faire comprendre ça et à savoir l'utiliser, sont considérés comme une forme d'intelligence du monde. Et je pense que si on va voir tous les gens qui ont très bien réussi, et j'en ai côtoyé pas mal quand j'étais consultant en management, ils ont tous un aspect intuitif très développé. C'est-à-dire qu'ils vont lire une présentation et ils vont sentir très vite si ça leur plaît ou pas. Et ils n'ont pas besoin de lire 60 pages, s'ils lisent l'executive summary. Et là, ils vont faire confiance à leurs intuitions, ça m'intéresse pas, ah tiens, c'est pas ce que j'avais imaginé, ou ils vont sentir que c'est pas un boulot qui est suffisant, et ils vont le mettre de côté. Mais ce sont en général des gens qui fonctionnent très vite, qui arrivent à des conclusions immédiatement, et ça, c'est le signe d'un fonctionnement intuitif, et c'est souvent le signe d'un fonctionnement avec des émotions. C'est-à-dire, ça plaît pas, je sens la personne, c'est une bonne idée. C'est pas des choses qui sont les résultats d'un raisonnement conscient, compliqué, appliqué, pas à pas, c'est des choses qui viennent immédiatement. D'accord. Et alors parce que la thématique c'est l'excellence, on parle souvent, parce que de ce que j'avais compris, de la base qui a été à l'initiative
à la création de la PNL, qui regroupe Oui. ce qui se fait de mieux normalement, Oui. en termes de communication, d'état d'esprit, etc. Euh, comment justement dupliquer modéliser plutôt l'excellence qu'on peut voir chez quelqu'un d'autre dans ce qu'il fait? Comment un chef d'entreprise, par exemple, peut, pas reproduire, mais assimiler une façon de faire, un comportement, une technique en particulier de quelqu'un? D'accord. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est l'origine de la PNL. Ouais. La stratégie de modélisation de la PNL, c'est une stratégie par l'imitation, fondamentalement. Donc tu disais pas la reproduction, mais je dirais si, c'est par la reproduction des comportements, par une sorte d'assimilation, d'absorption, à force d'avoir côtoyé, à force d'avoir observé. Inconsciemment, on attrape des choses, comme quand on a un meilleur copain, quand on est plus jeune, et qu'on se met à marcher comme lui, à parler comme lui, sans s'en rendre compte. Comme quand on est dans un pays étranger, où à force d'entendre la langue, à un moment, on attrape les schémas. Donc c'est ce type d'assimilation et d'absorption qu'on appelle la modélisation en PNL. Et tout travail, enfin les schémas actuels qu'on enseigne en PNL, et tout travail de modélisation en PNL, suppose comme première étape cette absorption. Donc c'est au minimum de l'observation directe. Et de l'observation en action. Ce n'est pas des livres qu'on lit, c'est observer les gens qu'on admire, les gens qui sont très bons, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils se tiennent, quels sont leurs schémas de réponse à une situation. Et après, dès qu'on a suffisamment absorbé, par la reproduction dans des contextes similaires de ce que faisaient ces personnes-là. Et dès qu'on obtient le même résultat ou les mêmes types de résultats, on peut dire qu'on a absorbé le modèle, qu'on se l'est approprié, qu'on l'a assimilé. Et ça, c'est la première étape. Après, et une fois seulement qu'on a fait ça, on travaille en PNL sur codifier ce qui se passe. C'est-à-dire, quelles sont les variables de comportement qui sont significatives. C'est-à-dire, j'ai absorbé tout un comportement de quelqu'un que j'admire, mais maintenant, peut-être que son ton de voix est pas... Si je prends mon ton de voix à moi, peut-être que je vais être tout aussi performant que ça ne va rien changer. Si je change ma posture, alors je vais tester. Est-ce que si je change le ton de voix quand j'interagis avec quelqu'un, j'ai moins de résultats que quand j'avais celui d'origine? Est-ce que mes gestes jouent un rôle? Donc voilà, on enlève des choses une par une pour savoir ce qui fonctionne. Et là, voilà, c'est ça qui donne les schémas qu'on apprend en école de PNL. Très bien. Donc ce que tu dis, c'est observer, assimiler et reproduire. Absolument. D'accord. Très bien. Donc tu as forcément besoin de côtoyer la personne, ou ça peut être par exemple des personnes que tu peux voir à la télé, sur une vidéo, ou il faut vraiment être au contact de la personne? Non, c'est mieux si tu es au contact de la personne, parce que tu as une perception plus fine, plus riche d'informations. Voilà, donc à défaut, on peut attraper des choses par la télévision, par des vidéos, ou même en thérapie, on peut écouter des bandes audio de certaines personnes et attraper. Mais l'important, c'est qu'on puisse attraper intuitivement ce qui se passe, sans réfléchir. C'est ça qui compte. Donc une vidéo va marcher, et en vrai, ça va marcher mieux. C'est comme quand on apprend une langue. On peut l'apprendre en regardant la télé, en écoutant, mais on va mieux apprendre si on est immergé dans le D'accord, je comprends. La comparaison est bonne. Je pense qu'elle résume bien cette façon quand tu rencontres quelqu'un, tu la côtoies, tu assimiles mieux sa façon de faire. Et puis c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en PNL, parce que le coaching, c'est de l'apprentissage. Et donc ce que je dis là, c'est une stratégie d'apprentissage. Et l'apprentissage et ce type de stratégie d'apprentissage est au cœur de la PNL. Alors l'imitation, c'est une des stratégies. Il y en a d'autres qui fonctionnent très bien, comme essayer des choses nouvelles, voilà. Mais tout ce qui est dans la PNL, c'est un ensemble de techniques d'apprentissage, fondamentalement. D'accord. Donc on a parlé d'être à l'écoute de ses émotions, également de modéliser d'autres personnes par l'imitation. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies d'excellence que les chefs d'entreprise peuvent mettre en œuvre? Oui. Alors il y a tous les schémas déjà très connus de PNL autour de l'interaction. Donc il y a quelque chose qu'on appelle le métamodèle, qui est un ensemble de questions à poser. Dans toute situation de communication, de négociation, thérapie ou professionnelle, peu importe, les gens ne parlent pas toujours avec le bon degré de précision. Donc un des modèles qui marche très bien, moi qui m'a beaucoup aidé comme consultant, c'est ce qu'on appelle le modèle de précision, le métamodèle, qui est un modèle de questionnement.
Il y a aussi tout ce qui est autour de l'observation et de la reconnaissance des signaux non verbaux. Les gens communiquent beaucoup de choses en employant des mots, mais ils communiquent bien plus par leur posture, par leur respiration, par leur attitude, par toute une série de signaux qu'ils ne peuvent pas maîtriser consciemment et qui donc nous donnent des commentaires intéressants sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur, sur ce qu'ils pensent vraiment. Donc ça s'appelle la calibration en PNL, c'est un outil essentiel du coach, c'est même l'outil principal. Je connais des chefs d'entreprise qui fonctionnent très bien, qui ont très bien réussi, qui utilisent ça aussi systématiquement, au point que dans une des startups que j'ai un petit peu côtoyé, les deux patrons se spécialisaient. C'est-à-dire quand l'un des patrons faisait une présentation, l'autre observait les réactions non verbales spontanées des interlocuteurs. Dans un speech, dans une négociation, dans une réunion. Et je pense qu'ils avaient raison. C'est tellement important que ça vaut le coup de s'y consacrer, d'y consacrer son attention et d'apprendre à les lire et à les considérer en tout cas comme des commentaires intéressants sur ce qui se passe. Donc tout ce qui est autour du langage non verbal est un aspect utile. Surtout qu'on dit que la communication non verbale, c'est 60-70% de notre communication globale. Absolument. Donc effectivement, s'ils ont fonctionné comme ça, c'est un beau duo. Oui, et pour moi, c'est aussi 100% du charisme. C'est-à-dire que dans le milieu de l'entreprise, il y a beaucoup de choses autour du charisme, comment être un leader charismatique, comment faire que les autres nous suivent, etc. C'est une bonne question pour toi. Qu'est-ce que c'est comment travailler ça alors du coup? Le charisme en PNL pour nous, c'est juste quand les signaux non verbaux vont tous dans le même sens et vont dans le même sens que ce que dit la personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence. On appelle ça la congruence. C'est-à-dire que quand ce que vous dites, dans ce qui sort de votre bouche, est totalement cohérent et congruent avec la manière dont vous le dites, avec le rythme, avec les gestes, avec la respiration, avec l'attitude corporelle. Et comme probablement 18% de tous ces signaux non-verbaux sont involontaires, on peut être charismatique que quand on est sincère, quand on ne calcule pas trop, qu'on ne contrôle pas trop, mais voilà. De mes souvenirs de ce que j'avais appris en PNL, c'est que par rapport à la congruence, c'est bien c'est par rapport à ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses, que tout ça soit aligné, si je m'en souviens bien. Oui, alors techniquement, la congruence, c'est quand tout ce que tu exprimes va dans le même sens. C'est-à-dire que être incongruent, c'est se mettre comme ça et dire je suis hyper motivé. D'accord. Ou il faut croire en soi. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai des signaux non verbaux de repli, Donc la congruence, c'est fondamentalement quand tout ce que j'exprime, quel que soit le canal, par mes gestes, tout le langage non verbal, va dans le même sens. Il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de bruit dans le signal, et ça va dans le même sens que ce que je dis. Et après, ça suppose que mes façons de penser, mes façons de percevoir, mes façons d'agir, effectivement, fonctionnent ensemble. Mais voilà, pour moi, le charisme lui-même et la congruence, c'est comment ça s'exprime. Et comme c'est involontaire tous ces signaux, tu peux pas avoir de la congruence sans en même temps avoir des modes de fonctionnement intérieurs qui soient harmonieux. L'incongruence, c'est quand on a des objections non traitées. C'est un de mes outils principaux avec mes clients. C'est ça que je recherche. Les clients viennent me voir quand ils sont incongruents, c'est-à-dire quand ils veulent quelque chose et qu'ils ne le veulent pas en même temps. Parce qu'ils avancent avec le frein. Voilà. D'où vient cette incongruence, justement? Toi qui as coaché plusieurs dirigeants, qu'est-ce qui amène finalement, parce que ça paraîtrait entre guillemets logique, que les personnes soient congruentes entre ce qu'ils font, ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent? Ça peut venir de ce que tu disais, par exemple de la peur. C'est tu veux réussir, mais en même temps, si tu réussis, ou le chemin pour réussir peut être difficile, et si tu réussis, tu vas avoir plein de nouvelles responsabilités. Donc, par exemple, je veux devenir PDG, passer au poste au-dessus, et en même temps, je sais que si je deviens PDG, le niveau de risque, le niveau d'exposition, le niveau de stress vont exploser. Donc je le veux, et je ne le veux pas complètement. C'est comme certains sportifs de haut niveau. S'il passe le niveau au-dessus, il va avoir une exposition médiatique, il va avoir des attentes du public, il peut y avoir des attentes de la famille. Donc, voilà, la peur du succès ou ce genre de choses, c'est un cas typique d'incongruence. C'est je veux réussir, et en même temps, si je réussis, il y a des inconvénients. Donc je ne le veux pas à 100%. D'accord. Et je me souviens d'un exercice où on faisait parler ces deux parties qui étaient en nous et qu'on le faisait communiquer en fait. Oui.
Et en discutant, ça me revient et je trouve Oui. ça très intéressant. Oui. Et ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est qu'on les fait, c'est que c'est une représentation imaginaire qui n'est pas rationnelle. Ouais. Le but, encore une fois, c'est d'avoir accès à l'inconscient directement. Et pas à des commentaires logiques, rationnels, conscients. Donc le fait de dire, voilà, la partie A veut ça, la partie B s'y oppose, et de faire une image, c'est une façon de forcer l'inconscient à tout de suite donner une représentation et avoir une sorte de dialogue avec l'inconscient de la personne directement. Ouais. Et ça peut marcher très bien. En 10 minutes, on arrive à résoudre des problèmes très profonds avec juste... Moi j'avais bien aimé l'exercice, ouais. C'était intéressant. Donc là on a parlé du charisme, de ce que la PNL apporte pour améliorer le charisme du dirigeant. Oui. Juste sur ce point, parce que je m'étais intéressé, en plus c'est drôle parce que sur cette question je me suis intéressé dernièrement à ce sujet sur le charisme. Oui. Effectivement la congruence est importante, mais moi j'ai ma réflexion, tu me diras si tu partages cette réflexion. Dans ma réflexion, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a encore 2 éléments qui sont importants pour que le dirigeant puisse vraiment être charismatique et poser son leadership. Et ce que j'ai pu voir, c'est l'authenticité, c'est-à-dire être authentique, donc ça rejoint la congruence, être authentique et surtout la vulnérabilité, c'est-à-dire savoir aussi être vulnérable vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses émotions, et le fait de les partager aussi. Bah, je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire que la PNL a souvent été présentée comme des techniques de manipulation de soi et de manipulation des autres. C'est comme ça que les gens le voient en tout cas. Ouais, et je crois que c'est complètement faux, parce que si on veut être vraiment congruent, comme on ne peut pas tout contrôler, ce qu'on communique, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Donc on ne peut pas être vraiment congruent si on n'est pas authentique. Je crois que c'est pas possible. Et surtout dans une entreprise, les gens nous connaissent, nous côtoient 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour. Et donc voilà, si on n'est pas authentique, ça va se sentir, ça va se voir, et les gens vont réagir à ça. Et donc si la congruence, et je pense que c'est le cas, est un des critères principaux de l'excellence, l'excellence suppose l'authenticité. Et je suis d'accord aussi sur la vulnérabilité. Dans la mesure où pour bien fonctionner, il faut fonctionner avec tout ce qu'on est, tout notre organisme, et on disait le conscient et l'inconscient. Et les émotions, les sentiments, toutes les sensations qu'on peut avoir font partie de l'inconscient. Et les laisser remonter, c'est une forme de vulnérabilité. C'est-à-dire c'est accepter de s'exposer à ce qui se passe. S'exposer aux autres, s'exposer au risque d'échec. Donc il y a une forme de vulnérabilité. Ouais. Et si on ne l'assume pas, on va se mettre des œillères pour pas voir que le monde est dangereux, pour pas voir qu'on risque des choses, mais c'est pas pour autant que le monde va être moins dangereux. Donc juste, on va être moins intelligent. On va moins traiter l'information, on va pas prendre en compte tout ce qu'on sait. Donc, je crois oui qu'une forme d'exposition, une forme de vulnérabilité, une forme de sensibilité fait partie de l'excellence et fait partie des conditions de succès de l'entrepreneur. Et j'ai pas fait d'enquête sur le sujet, mais je suis sûr que on verra que beaucoup d'entrepreneurs sont très sensibles si on allait regarder un petit peu. Et quand je dis sensible, c'est pas forcément, ça peut être aussi qu'ils se met en colère, mais réagissent beaucoup à ce qui se passe, réagissent à ce qu'ils lisent, réagissent à ce que les autres font, réagissent aux idées, bonnes ou mauvaises, et réagissent immédiatement. Et laissent ces réactions sortir. Ce qui leur donne de l'information et ce qui est probablement une des raisons de leur excellence et de leur succès. Tout à fait. Et ça rejoint aussi être à l'écoute de ses émotions. Absolument, je pense que c'est la même chose. C'est être à l'écoute de ses émotions et c'est les développer d'une certaine manière. C'est leur donner plus de pouvoir, c'est vibrer plus avec le monde. Très bien. De toute façon, pour les personnes qui sont intéressées, donc je mettrai un lien juste en bas de la vidéo sur ton site pour que les personnes puissent te contacter directement, puisque tu réalises effectivement des accompagnements pour les entreprises, mais également de manière individuelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces coachings que tu réalises ? Alors en ce moment, je réalise beaucoup de coaching individuel, en face à face, ce qui permet de se dire beaucoup de choses, ce qu'on ne peut pas toujours faire lorsque le coaching est collectif. Et après, mon job est de m'adapter aux personnes. Donc j'ai pas de schéma type, de façon type de procéder. Mais je vais travailler avec des gens qui ont des vrais problèmes psychologiques, de dépression, d'anxiété, comme avec des chefs d'entreprise qui ont déjà très bien réussi.
mais qui veulent aller un petit peu plus loin, ou qui veulent ne pas faire d'erreurs, ou qui veulent ne pas reproduire les erreurs. C'est un des champs de travail qu'on a. C'est qu'à un moment, on s'aperçoit tous qu'on a tendance à répéter les mêmes problèmes. On rencontre les mêmes échecs, et donc on a des schémas inconscients qu'on répète, qui viennent de l'enfance, de l'adolescence, parfois, pas toujours, hein. Mais voilà, la PNL est très efficace pour faire ressortir et travailler ces schémas inconscients et les faire évoluer, apprendre d'autres choses et les remplacer par de meilleurs schémas. Ce qui suppose de les reconnaître, hein. C'est pas, on ne va pas lutter contre, ce qui suppose d'y reconnaître une forme d'intelligence et de faire évoluer cette forme d'intelligence vers quelque chose de plus productif, de plus efficace dans le monde. Très bien. Écoute, parfait. Je te remercie beaucoup, David, pour cette interview.